Oui. Ok. Donc on va démarrer. Bonjour à tous. Donc on va démarrer cette session sur le parcours Windows Phone 7. On va donc vous présenter une session sur les applications d'entreprise, les applications métiers. Vous montrer que la plateforme Windows Phone est tout à fait adaptée pour le développement d'applications d'entreprise et pas que pour les jeux ou les loisirs. Donc pour commencer, je me présente. Benoît Lehaut, je travaille pour la société BeWise. Je suis responsable de l'offre solutions langage et framework qui correspond à notre expertise technique sur les différents frameworks .NET et sur le cloud computing. Je suis également MVP Visual Studio ALM, donc sur les outils Team Foundation Server et Visual Studio. Bonjour à tous, je m'appelle Christopher Maneux. Je travaille également pour la société BeWise. Je suis consultant et MVP Device Application Développement, donc ça comprend Windows Phone, mais également tout ce qui est système embarqué autre que Windows Phone. Alors, juste un petit mot pour terminer de se présenter sur BeWise. On est un pure player Microsoft, cela veut dire qu'on ne travaille que sur les technologies de développement Microsoft depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années, et l'une des particularités de notre société, c'est de se concentrer sur l'expertise technologique, la conception centrée utilisateur et l'innovation. Vous pouvez retrouver sur notre stand, on est basé à Toulouse et à Aix-en-Provence, et vous l'avez peut-être vu en plénière, on arrive sur Paris. Alors, la première question qu'on peut se poser en venant à cette session, c'est Windows Phone, est-ce que c'est vraiment une plateforme d'entreprise ? On n'a pas eu de publicité trop sur Windows Phone en entreprise. Alors en fait, on a déjà commencé à répondre à cette question ici, l'année dernière, lors des Tech Days, où j'avais également co-animé une session Windows Phone 7 en entreprise, mais là on avait parlé uniquement de l'aspect plateforme, sans du tout parler de la partie développement. D'accord ? Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que Windows Phone 7, dès aujourd'hui, vous pouvez accéder à vos emails, qui soient hébergés sur Exchange ou qui soient hébergés sur d'autres systèmes de messagerie. Vous pouvez accéder à votre portail d'entreprise SharePoint. Vous pouvez accéder à votre messagerie instantanée ou au téléphone via Link. Accéder aux données de vos clients avec CRM. Et il y a déjà dans le marketplace des applications business qui sont fondamentales pour tout le monde, comme par exemple comment nouer son nœud de cravate. Alors, des applications d'entreprise, pourquoi développer des applications d'entreprise pour Windows Phone ? La première chose, c'est de continuer un des grands concepts de la plateforme Windows Phone, qui est l'intégration. Windows Phone est une plateforme où Microsoft a essayé d'intégrer le maximum de choses. Sur votre Windows Phone, vous avez accédé à vos jeux grâce à Xbox, vous avez accédé à tous vos documents, qu'ils soient hébergés sur SkyDrive ou sur SharePoint avec Office, et vous avez des services comme Twitter, LinkedIn, etc. qui sont déjà intégrés. Ce qu'on vous propose en fait en développant des applications métiers ou business, c'est de continuer d'intégrer sur le Windows Phone le SI de votre entreprise. Et le SI de votre entreprise, il peut être constitué de Exchange, Link, SharePoint et d'autres outils Microsoft, mais vous avez aussi des applications métiers. Donc pourquoi pas offrir à vos utilisateurs en fait une extension de votre SI sur vos propres applicatifs métiers. Alors, on a essayé avec Benoît de lister un petit peu les grands points qu'on voyait dans une application d'entreprise sur Windows Phone. Donc, par exemple, l'authentification, la sécurité des données, la saisie, ce qu'on appelle la saisie au kilomètre ou les formulaires interminables, le mode connecté-déconnecté, qui est souvent une problématique abordée. Comment faire en sorte que le Windows Phone vous aide dans votre métier et pas le contraire, soit pas un frein, mais au contraire un levier de productivité. Et donc, on a réfléchi à organiser une session pour vous montrer un petit peu tout ça. Alors, l'objectif de cette session, il y a deux parties. La première, c'est vous montrer à quoi ressemble une vraie application d'entreprise. Le problème avec ces applications d'entreprise, c'est qu'elles ne sont pas disponibles sur le marketplace. Donc, vous ne pouvez pas les télécharger, regarder, vous inspirer, savoir exactement ce qu'on peut en faire dans un contexte métier. Et le deuxième objectif de cette session, c'est de vous montrer quelles sont les nouveautés qui sont arrivées avec Mango et qui peuvent vous aider à supporter les besoins métiers dans vos applicatifs. J'ai peut-être une petite question pour la salle. Qui est déjà passé sur Windows Phone ? Il y a déjà du monde. D'accord. Qui est déjà développeur Windows Phone ? Ok, quasiment les mêmes. Super. Alors, attention. Donc effectivement, une session peut en cacher une autre. C'est-à-dire que
Ici, on vous présente une application d'entreprise et les différentes fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités Mango qui nous ont permis d'arriver à ce résultat. Par contre, on n'abordera pas du tout l'accès aux données sur cette session. Donc je vous invite à revenir, alors c'est pas dans cette salle-ci, mais à revenir. Je vais animer une session à 16 h avec Sébastien Pertus sur SQL CE avec Windows Phone et donc le provider Link2SQL. Et on reprend le même scénario métier, le même exemple, la même application exemple sur les 2 sessions. Voilà. Donc on est parti d'un cas concret, le cas de la société Oreco. Alors un petit message d'avertissement avant d'aller plus loin. On va rappeler tout d'abord que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut consommer avec modération. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que la société Oreco est spécialisée dans le stockage d'eau-de-vie de cognac. D'accord? Donc c'est un très bon exemple pour cette application d'entreprise, puisque c'est une très grosse société française qui a à peu près un quart, un cinquième des stocks de cognac qui passent par séché. D'accord? Et donc forcément, une telle société a de très très fortes contraintes, d'accord, qui sont citées ici. Et donc on va retrouver ces contraintes d'authentification, de sécurité des données, d'accord, que Christopher vous a cité tout à l'heure. Pourquoi une telle société a besoin d'une application mobile? Tout simplement parce que c'est une société donc, qui s'étale sur plusieurs sites. Les salariés, et notamment à peu près 2/3 des salariés, sont très mobiles sur les différents sites, sur les différents chais. D'accord ? Et donc là, il y a tout un intérêt d'avoir avec eux un outil connecté ou mode déconnecté qui accède au système d'information, qui permettent de saisir les différentes informations, les différentes opérations qui va y avoir lieu dans les chais, sur les fûts, etc. pour gagner bien évidemment du temps. Donc on va partir finalement pour cette session sur une présentation de scénario. Donc on va se mettre un peu dans le rôle de différents acteurs de cette société pour vous présenter ce qu'on a implémenté au niveau de cette application. Donc un début de journée comme les autres, on va présenter finalement le début de journée d'un responsable de site. Donc on va partir. C'est très pratique avec le micro. Je vais le tenir. Donc je vais ouvrir directement Visual Studio. T'as l'émulateur à lancer. Non, c'est bon. Il y a l'émulateur de lancer déjà. Non, ça va aller comme ça. Donc d'abord, j'arrive sur un écran de login. Je m'appelle actuellement. Merci Christopher. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le bouton pause, le bouton break sur le PC qui permet d'enlever en fait le clavier visuel et d'utiliser votre propre clavier sous l'émulateur. Je m'appelle Eric actuellement. J'arrive ici sur mon espace personnalisé. D'accord ? Donc je suis responsable de site. J'ai ici en visualisation en temps réel les entrées et les sorties d'eau de vie. J'ai également les différentes tâches de mes opérateurs. Alors parce que lui aussi est très mobile et se balade sur les différents sites pour vérifier les arrivées, les livraisons ou les départs de cognac. Pour vous donner un ordre d'idée, les 2 ou 3 plus gros sites sont équivalents à 3 ou 4 terrains de football. Voilà, avec 15 ou 20 bâtiments, et ils se déplacent de bâtiment en bâtiment, et ils font ça toute la journée. Voilà. Donc forcément, trimballer un PC ou ne serait-ce qu'une tablette... Non, il est pas. Ce sont des responsables qui bougent. Alors, on va peut-être s'arrêter quand même 2 minutes là sur ce que tu viens de faire. Ouais. Parce que... Alors là, voilà, je voulais quand même les montrer les fameuses actualités, et Christopher va vous donner les explications techniques. Voilà. Donc là, on a quand même fait... La démo a duré 45 secondes, et pourtant, on a fait beaucoup de choses pendant ces 45 secondes. La première chose, c'est qu'on s'est connecté
au système d'information de l'entreprise, on s'est authentifié auprès du système d'information de l'entreprise avec une authentification forte, puis on a adapté l'application au profil d'utilisateur qui s'est connecté, et enfin on est allé récupérer des informations depuis le portail d'entreprise. Donc je vais redétailler un petit peu ce qu'on a fait ici. Donc la première chose, on a vu l'écran de connexion. On n'a pas la possibilité directement depuis les API qui sont disponibles dans Windows Phone de s'authentifier auprès d'un Active Directory. Ça, c'est pas quelque chose qui est inclus en natif. Alors il y a deux solutions. La plus compliquée, c'est de créer tout simplement un client LDAP avec les fonctionnalités de socket de Windows Phone. C'est pas quelque chose d'évident. Il y a très peu de sociétés qui vont se lancer dans cet investissement-là. Le deuxième, c'est tout simplement d'avoir un service WCF ou un service web avec une autre technologie vers lequel on va envoyer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et en fait, c'est ce service-là qui est au sein de l'entreprise qui, lui, va s'authentifier pour le compte de l'utilisateur auprès de l'Active Directory. Donc, bien évidemment, un service web avec un canal sécurisé. Voilà. Alors, pourquoi l'authentification est forte ? J'allais justement y venir. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les applications mobiles, vous le savez, notamment avec un parc d'ordinateurs portables, mais c'est encore plus vrai avec un parc de téléphones, il y a de la perte, de la casse, du vol. On peut avoir des données qui sont sensibles, qui sont stockées sur le téléphone de l'utilisateur. Et le process pour changer le mot de passe de l'utilisateur ou le process pour déclarer la perte du téléphone et l'effacer par l'équipe qui gère le Exchange, ça veut dire déjà qu'il faut qu'on ait un Active Directory, qu'on ait un Exchange, que les téléphones soient connectés à un Exchange, etc. C'est peut-être trop complexe par rapport à la taille, à la structure, à l'organisation de l'entreprise. Donc, ce que vous pouvez décider de faire, c'est en fait de gérer ceci par applicatif. Donc, ça veut dire que du côté de votre service web, vous allez stocker en fait la liste des téléphones qui sont autorisés à se connecter sur la plateforme. D'accord ? Et quand on va s'authentifier, on va passer le nom de l'utilisateur, le mot de passe, et c'est ce que j'allais vous montrer. Ici, on va en fait passer un code qui est un identifiant unique de téléphone. Cet identifiant unique est propre au matériel, et vous avez donc ici le code, donc vous pouvez le retrouver sur internet, c'est dans les Device Extended Properties, vous pouvez récupérer un code unique de téléphone. Et en fait, ça va vous permettre, alors il faudra le gérer, l'implémenter, mais de dire si l'utilisateur Intel est autorisé mais accède avec cet ID de téléphone, il n'est pas autorisé, c'est un téléphone que je ne connais pas, donc je ne vais pas le laisser s'installer. On reparlera de ça à la fin quand on va reparler du déploiement d'entreprise. Ça permet de sécuriser le déploiement d'entreprise. Et la deuxième chose, c'est que la définition de l'authentification forte, c'est deux choses, quelque chose que l'utilisateur connaît et quelque chose que l'utilisateur possède. Quelque chose que l'utilisateur connaît, c'est son nom d'utilisateur et son mot de passe. Quelque chose que l'utilisateur possède, c'est son téléphone qui a un ID unique. Alors on n'a pas ici de certificat, parce que l'authentification forte, on pousse souvent avec des tokens qui ont des certificats clients embarqués, etc. C'est pas aussi complexe que ça, mais c'est déjà une première ligne de défense, une première version de l'authentification forte. Ça serait complexe. Voilà, en fait, on ne peut pas installer de certificat utilisateur sur le téléphone par code. Donc, il faudrait le lancer dans un navigateur ou l'envoyer dans une boîte mail. Mais si on a un Exchange, par défaut, les points CR sont supprimés. Donc, ça deviendrait complexe. Aujourd'hui, on ne peut pas faire, en appelant des web services, depuis des applications Windows Phone, on ne peut pas faire d'authentification par certificat client. Oui. Ça, c'est une première chose qu'on a faite. La deuxième chose, c'est on a pris le parti pour cette application que l'utilisateur va souvent aller dans son application dans la journée et que c'est des toutes petites tâches qu'il va effectuer. Il va y rester 30 secondes, 1 minute maximum à chaque fois qu'il va venir sur l'application, mais il va faire ça peut-être 50 fois dans sa journée. Donc, on ne lui redemande pas à chaque fois son nom d'utilisateur et son mot de passe. On va le stocker dans la mémoire du téléphone et il faudra absolument qu'il aille sur se déconnecter pour réellement le déconnecter. Mais ça pose un problème parce que pour accéder à nos services web, on a besoin du nom d'utilisateur et du mot de passe. Ça veut dire qu'on va stocker dans la mémoire du téléphone le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et ça, comment on peut s'assurer qu'on le stocke de manière sécurisée, que personne en fait ne vienne lire la mémoire du téléphone pour pouvoir le récupérer. Et
pour ce cas précis, on a en fait une nouveauté de Mango qui s'appelle Data Protection API. Alors il y a une session qui avait lieu hier sur Windows Phone 7 et la sécurité. Je vous invite à la regarder en webcast qui détaille un petit peu ces API et tout ce qu'il y a au niveau de sécurité. Cette Data Protection API en fait permet de crypter des données qui ne pourront être décryptées que avec la même application et sur le même téléphone. Ça veut dire que si vous utilisez les outils qui vous permettent d'accéder à la mémoire du téléphone, qui sont fournis dans le SDK en fait de Windows Phone, vous allez pouvoir voir éventuellement le fichier ou le settings, vous allez le récupérer, mais si vous essayez de le décoder dans une application que vous avez fait à côté, vous ne pourrez pas. Voilà. Et ça, comment ça s'utilise? En fait, c'est assez simple. La seule particularité, en fait, c'est que ça ne crypte et décrypte que des tableaux de bytes, donc il faudra le convertir dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est tout simplement la classe Protect Data, qui est dans System Security Cryptography. Et dedans, vous avez deux méthodes, qui est soit une protect, soit protect, tout simplement. Donc c'est très simple d'utilisation, et pourtant vous avez stocké de manière sécurisée les informations. Ensuite, la dernière chose que tu nous as montré avec le profil d'Eric, ce sont les actualités. Les actualités, il y a souvent de plus en plus un blog d'entreprise ou un SharePoint qui héberge ces actualités-là. Mais que ça soit un blog qui est fait dans une technologie tierce, donc on a un flux XML RSS, soit avec SharePoint, avec un flux data, il est très très simple d'intégrer ces données-là dans Windows Phone. On a déjà tous les outils, et ce depuis la première version. Ce qu'il faut rappeler ici, c'est que l'objectif d'intégration doit être l'une de vos préoccupations principales quand vous faites des applications d'entreprise. Vous avez des données qui sont un petit peu partout, on le verra dans la session. Ici, on s'est déjà connecté à Active Directory et à SharePoint. On verra tout au long de la session qu'on va se connecter à beaucoup plus de composants qui sont déjà dans l'entreprise. Et je laisse Eric, du coup, reprendre sa place de responsable de site. Merci Christopher. Donc les actualités, on va laisser tomber pour l'instant. Moi, ce que je voudrais finalement, c'est contrôler un petit peu le travail de mes différents opérateurs de chez. Donc ici, j'ai finalement, pour le site Merpin, j'ai la liste des tâches assignées à mes différents opérateurs. Donc qu'est-ce que j'ai comme possibilité par rapport à ces tâches? D'une part, ici, déjà, je peux voir de manière assez flashante la tâche rouge, écrit sécu, qui finalement est un contrôle de sécurité. Je veux vraiment être présent au moment où il y aura ce contrôle. Donc pour être certain de ne pas l'oublier, je vais me rajouter un reminder dans mon calendrier Windows Phone. Ensuite, je vois ici, sur cette tâche, que j'ai une très grosse livraison, d'accord, 758 hectolitres. Je veux absolument également être présent quand cette livraison aura lieu. Donc je vais m'épingler la tâche sur l'écran d'accueil. De cette manière, je vais pouvoir la retrouver très facilement et revenir très rapidement dans le contexte de cette tâche. D'accord ? Logiquement, je devrais avoir mon reminder qui devrait arriver apparaître sous Alors, peu. On va commencer l'explication le temps que le reminder apparaisse. Là, on est sur un autre axe de l'intégration. Le premier axe qu'on a commencé à développer, c'est intégrer l'ensemble des applicatifs et des services qui sont dans votre SI au sein de votre application métier. Le deuxième axe, c'est intégrer toutes les fonctionnalités de Windows Phone, enfin toutes celles qui vous paraîtront utiles pour supporter votre métier, au sein de l'applicatif Windows Phone. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé deux nouveautés de Mango. La première, c'est la Reminder API qui apparemment a décidé de ne pas se déclencher pour cette démonstration. L'API Reminder, en fait, vous permet de programmer à une heure fixe un rappel. Donc ça ne vous permet pas d'exécuter à une heure fixe du code. Par contre, ça permet d'afficher une information personnalisable à l'utilisateur et l'utilisateur pourra décider de cliquer en fait dessus pour accéder directement à une page au sein de votre applicatif. Et pour ça, d'un point de vue code, c'est très simple à mettre en place. On a ici en fait la déclaration du reminder. Donc on lui donne un ID unique, un titre, éventuellement un contenu, une heure dans laquelle il va se déclencher, et puis on peut lui passer en fait une URI de navigation pour aller pointer directement sur une page au sein de votre applicatif.
Alors après le reminder, il faut le mettre en fait dans un service qu'on appelle le Schedule Action Service, qui lui en fait va se charger de déclencher la tâche au moment où elle doit se déclencher. Donc ça permet d'avoir une alerte à un temps donné. Donc c'est assez intrusif, donc ne l'utilisez pas, l'utilisez à bon escient. Il ne faut pas avoir tout comme ça parce qu'on va vite énerver l'utilisateur si 15 fois par jour il doit faire ignorer. Par contre, vous avez le même principe que en fait des alarmes, sauf qu'au lieu que ça soit un simple texte, ben, vous avez le contrôle sur le texte et sur l'action prochaine que va pouvoir faire l'utilisateur. La deuxième chose qu'on a mis en place, c'est les tiles secondaires, une autre nouveauté en fait de Windows Phone Mango, qui vous permet, on voit ici en fait, on a déjà le raccourci vers l'application Oreco, puis on a une deuxième tile qui elle va se mettre à jour automatiquement en fonction de l'évolution. Donc là, peut-être qu'il va vouloir être présent, mais peut-être qu'il n'aura pas le temps parce que le contrôle de sécurité peut donner, donc il va quand même être averti de l'avancée de la tâche, et sans aller dans l'application, il pourra être au courant puisque nous on va mettre à jour la tile dynamiquement en fonction de l'avancée de la tâche. Alors pour la tile, c'est le même genre de principe. On va d'abord déclarer cet élément-là, et puis on va ensuite la créer, l'ajouter en fait au service de tile. Alors la tile, je vais juste vous remontrer quelque chose en termes d'ergonomie. Quand Benoît ou Eric a piné en fait sa tâche, il est sorti de l'application. Ça, c'est obligé. Vous ne pouvez pas créer une tile automatiquement sans que l'utilisateur soit au courant. Et donc, du coup, ça revient dessus. Quand on va cliquer sur Entrée, on va aller directement à la fiche de la tâche. Cependant, si je clique sur Précédent, je ne reviens pas dans mon application avant, mais je reviens au système. Ceci est un comportement normal. Il faut garder ce comportement. Cependant, vous pourriez avoir besoin, parce que c'est l'usage en fait de votre application, de retourner sur le back, de retourner en fait à l'écran principal de votre applicatif. Dans ce cas-là, si vous suivez les guidelines UX de Microsoft, il faudra créer en fait un autre moyen d'accéder. Donc par exemple en ajoutant dans la barre un bouton Home, uniquement si vous êtes arrivé sur cet écran par le biais de la tile. Donc ça, vous pouvez le savoir facilement en rajoutant un query string parameter. Et quand vous serez sur la home, ce que vous pouvez faire, c'est effacer l'historique de navigation. Là aussi, c'est une nouveauté de Mango. Vous avez un peu plus d'accès dans le système de navigation et son fonctionnement. Et vous pouvez notamment effacer toutes les entrées, ce qui fait que quand vous serez sur la page d'accueil, quand on appuiera sur le bouton back, on ne va pas revenir à cet écran-là, mais on va revenir à l'OS. Voilà. Donc je laisse Eric terminer sa journée. Ma journée, oui. Tout à fait. Il y a quelques écrans qu'on vous a pas montrés ici. Je reviendrai sur celui-là. On a ici un ensemble de menus. Alors je vous le montre parce que on va en reparler juste après. Ici, j'ai la possibilité d'accéder à la cartographie de mes sites. Donc je vais accéder à la cartographie du site Mertin. Et finalement, je vais avoir tous mes statistiques en temps réel ici. Donc vous voyez qu'on a des charts qui ont été définis. Un premier chart sur finalement la variation de stock du site Mertin. On a également ici le taux de remplissage de mes cuves pour ce site en particulier. Un autre chart. Okay. Donc ça, c'était la gestion des erreurs. Exactement. Donc je reprends mes statistiques. Je disais donc un autre chart sur les mouvements, sur les prévisions de mouvement de la journée en fait. Donc je parle de celui-ci, d'accord, qui me permet de visualiser finalement à 2 semaines les variations. Donc en rouge les sorties, en vert les entrées, d'accord, sur mon site. Et puis à ce niveau-là, une partie cartographie, on a intégré Bing Maps, sur lequel on a représenté le site en question. Alors on n'est pas allé plus loin, mais on a représenté le site, on aurait pu représenter également les différents chais. D'accord. Donc là, sur cette partie-là, on a tout d'abord une partie graphique, où en fait on a utilisé des contrôles de graphes. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs sociétés ou plusieurs contrôles de graphes disponibles.
Il y a ceux du Silverlight Toolkit, qui sont très très bien. La seule particularité qu'ils ont, c'est qu'ils sont fournis de base, y compris si vous prenez le Silverlight Toolkit pour Windows Phone, avec un thème graphique pour Silverlight Web, avec des dégradés de couleurs, etc., ce qui ne correspond pas tout à fait au style graphique Metro. Donc vous aurez peut-être besoin d'épurer un petit peu le style. Il y a d'autres sociétés qui proposent gratuitement ou de manière payante des contrôles de ce type-là. L'autre information à savoir, c'est la source de ces données-là. On voit ici qu'on a des prévisions à S+2, on pourra avoir un historique à l'année d'avant, le jour N-1, etc. Et quand on commence à parler de ce type de données, on peut souvent se dire, ah, il y a peut-être de la BI, de la Business Intelligence, donc on a peut-être Analysis Services derrière, pour ceux qui connaissent. On a peut-être un report server avec des rapports déjà qui existent, qui nous présentent ces données-là. Mais en fait, ces données-là, elles proviennent d'un rapport report server. Alors vous allez me dire, ça veut dire qu'on peut faire du report server sur Windows Phone. Intéressant. Pas tout à fait. Vous avez deux possibilités. La première, c'est de générer votre rapport report server en format HTML et tout simplement de l'afficher dans un web browser. L'inconvénient, c'est que ces rapports-là sont généralement faits pour du A4 ou pour un affichage web, donc pas du tout destiné à un affichage de téléphone portable. Le deuxième, c'est que tous les rapports qui sont hébergés sur report server, vous pouvez récupérer un fichier XML qui contient uniquement les données. Et ce fichier XML-là, vous pouvez très simplement le parser et le rendre dans des graphiques. Le seul inconvénient, c'est que tout ça ne sera pas dynamique. Ça veut dire que si le rapport évolue, vous serez obligé de faire évoluer votre application et vous serez obligé de construire votre application et votre affichage à partir du rapport. L'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas à créer un service web supplémentaire qu'il faudra maintenir, faire évoluer, qui lui va se charger d'aller attaquer différentes sources de données. Voilà. La deuxième chose, c'est la cartographie. Donc ça, sur la cartographie, alors ici, on n'a qu'un déchet qui est représenté. Il faut savoir que le contrôle bitmaps est très très simple d'utilisation. On a ici rajouté donc un overlay, un polygone en fait qu'on a dessiné par-dessus. Donc ça, on a pu le faire parce qu'on a les coordonnées GPS précises. À savoir que si on aurait voulu aller un petit peu plus loin, on peut remplacer en fait le fond de carte par son propre fond de carte. Et par exemple, dès qu'on zoome à une certaine hauteur, on va voir le fond de carte du chien en question. Voilà, donc là c'est une application en cours de développement, donc on n'a pas encore fait cette partie-là, mais c'est disponible. Petite astuce, si vous avez besoin d'afficher des cartes non dynamiques, par exemple juste une carte pour positionner un endroit, sachez que dans Bitmaps, vous avez une API d'image statique. C'est très intéressant parce que ça consomme beaucoup moins de bande passante. Donc du coup, ça sera beaucoup plus rapide à la fois au téléchargement et à l'affichage. Voilà. Je vais continuer ma journée. Pardon. Non, c'est bon. Je vais terminer ma journée Eric va de responsable de site. Donc, je vais tout simplement me déconnecter. Donc, normalement, je devrais me reconnecter avec un autre device. On est ici dans l'émulateur. Donc cette fois, je vais me connecter en tant qu'opérateur de chez. Alors on a choisi des mots de passe très sécurisés, hein. Olivier. Donc voilà, là je suis connecté. On peut voir déjà qu'au niveau de mon espace, la page a été personnalisée. D'accord ? On voit bien qu'on n'a pas du tout le même écran que tout à l'heure. Je n'ai pas les différents flux d'entrée-sortie. Je n'ai pas accès aux tâches des autres opérateurs, je n'ai accès qu'à mes tâches. Et si je reprends notamment le menu que je vous ai montré très rapidement tout à l'heure, on peut voir également qu'il y a des entrées de menus qui ne sont pas visibles ici pour cette personne parce qu'elle est simple opérateur de chez. D'accord ? Donc je vais revenir ici sur mes tâches. On a ici une tâche d'inventaire. Alors, quand on est responsable de chez, une tâche d'inventaire, ça consiste en quoi ? Ça consiste finalement à, pour un certain nombre de flux, de les passer donc tous en revue et de finalement aller calculer le volume présent à l'intérieur de ce flux. Alors, on fait ça pourquoi ? Parce que le cognac a une fâcheuse tendance à s'évaporer. Donc imaginez sur le plus gros site, en fait, il y a 20 bâtiments. Ces 20 bâtiments représentent 4 à 5 terrains de football. Et il y a l'équivalent de 2 bâtiments par an
qui s'envole dans les airs, c'est ce qu'on appelle la part des anges. Donc c'est pour ça qu'on a besoin en fait de faire cet inventaire-là. En termes aussi techniques, on va vous montrer ce qu'on a mis en place sur la saisie. Un opérateur peut dans la journée avoir à faire 300 ou 400 fûts, inventorier 300 ou 400 fûts. Et ça, on le fait 2 à 3 fois par an sur l'ensemble des 500, 600 000 fûts qui sont stockés par cette société. Donc imaginez le temps que ça prend de faire cette opération-là et de saisir l'intégralité de ces informations dans le SI. Donc voilà, comme vous l'a dit Christopher, c'est une tâche qui représente énormément d'opérations, et puis c'est de la saisie. C'est là où on va aborder un petit peu la saisie au kilomètre qui vous parlait. Donc finalement, ce qu'on va faire ici, on a une partie opération qui me liste finalement tous les fûts que je dois contrôler. Donc, une première étape serait de dire, bon bah ok, il faut que je retrouve le fût 1739, d'accord, et de les faire dans l'ordre. Une autre manière de faire finalement, on a rajouté une fonctionnalité qui me permet, à partir du moment où les fûts, on leur a donné un identifiant, on leur a mis un QR code collé dessus, je vais avoir la possibilité de venir avec mon téléphone On va taguer, voilà. Hop, je vous montre le résultat juste en dessous. Donc on voit qu'il a bien retrouvé l'identifiant du fût, et je vais maintenant pouvoir saisir mes différentes informations. Et là, ce que je fais, donc je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai appuyé sur la touche Entrée finalement pour aller au champ suivant. Là, j'ai un clavier uniquement numérique pour cette information. Du coup, j'ai pas l'entrée. On a ici une drop-down list. Alors, et éventuellement, on vous remontrera juste après avec la version émulateur parce que vous voyez pas ce qu'on tape. Le bouton de la barre. Voilà. Il est là. Voilà. Donc finalement, j'ai pas saisi grand chose. On a, limité la saisie. Je vais laisser Christopher peut-être vous montrer via l'émulateur. Donc là, on voit un petit peu mieux ce qu'on avait. Donc je vais reprendre le problème métier qui se pose à nous, qui est le problème métier qu'on retrouve dans 99% des applications de gestion. On a besoin de faire de la saisie utilisateur. C'est quelque chose de tout à fait classique. Sauf que là, on a des contraintes assez particulières. On est sur un téléphone. On a un clavier qui est extrêmement réduit. Les erreurs sont très fréquentes. Le nombre d'erreurs qu'on a tous fait en tapant des SMS avec la correction orthographique ou autre, c'est quelque chose de connu. Donc on a mis en place un certain nombre de choses pour limiter les risques d'erreur, puisque là en plus de ça on est sur un inventaire, donc des données qui sont assez sensibles. Donc la première chose qu'on a fait, c'est essayer de simplifier le travail de l'opérateur, de ne pas avoir à taper le moins d'informations possible. En fait, on se focus pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins d'informations à taper. Le numéro de fût, il est marqué en grand. Et il a un code barre. Alors ici, on a utilisé un QR code, mais la librairie qu'on a utilisée gère aussi des codes barres plus traditionnels. Et on a, tous les Windows Phone ont une caméra, donc en fait, on utilise la caméra plus cette librairie pour reconnaître le code barre. Ça lui apporte également plus de souplesse, parce que nous, dans le SI, on a peut-être le fût 200 qui est rangé avant le fût 315, mais finalement, il y avait une fuite d'eau, donc ils ont déplacé 50 fûts, donc le fût, il s'est retrouvé à l'autre bout du chez, etc. Là, en fait, l'opérateur, il a une liste d'opérations à faire, il est fait dans l'ordre dans lequel il souhaite, et il n'a pas plus de choses à faire que de prendre son téléphone, taguer le fût et commencer à saisir ces informations. Donc la deuxième chose qu'on a fait, c'est que vous voyez, on a indiqué en fait ici, grâce au watermark, donc le watermark en fait c'est un petit texte qui est indiqué dans des textbox quand on n'a rien saisi dedans. Ça c'est un contrôle qui s'appelle Phone Textbox, qui est disponible dans le toolkit Silverlight gratuitement. Et en fait, on a indiqué à l'utilisateur la valeur de l'inventaire précédent, ce qui lui permet, avant même qu'il saisisse quoi que ce soit, qu'il puisse s'apercevoir s'il y a vraiment une erreur ou pas. S'il voit en fait que le volume, alors là on n'a pas le volume, mais imaginons qu'on ait le champ volume, que ce fût devait contenir 400 litres et que finalement il n'y en a que 150, il y a peut-être eu un problème. On va effectivement dire qu'il n'y a pas que les anges qui se sont servis. Donc ça c'est la première chose. Ensuite on a commencé donc à saisir, alors là je vais remettre le clavier Windows Phone, le clavier visuel. On a commencé à saisir les informations.
et on appuie sur la touche entrée du clavier pour passer au champ suivant. Ça, c'est quelque chose malheureusement qui n'est pas fourni de base. Quand vous appuyez sur le champ entrée, ça fait rien. Comment on a fait ça? C'est quelque chose de très très simple. On a pris ici, hop là. Donc ça c'est mon fameux champ, et j'ai rajouté un behavior. Donc en Silverlight, c'est une fonctionnalité en fait qui permet d'enrichir le comportement d'un contrôle que j'ai développé moi-même. Et ce behavior est relativement simple en termes de fonctionnement. Alors pour ceux qui connaissent pas comment on implémente un behavior, il y a un petit peu de code à mettre au début, etc. Et après il y a deux principales actions, onAttach et onDetach. En fait, c'est deux méthodes qui seront appelées quand le moteur Silverlight va attacher le behavior à ce contrôle-là, et quand vous allez quitter la page, il va le détacher. Donc on peut avoir un comportement sur les deux. Et en fait, on a simplement fait dans le onAttach, on s'est abonné à un événement qui est levé quand l'utilisateur appuie sur une touche. Et dans la gestion de cet événement-là, si l'utilisateur a appuyé sur la touche entrée, on passe à la prochaine textbox qui est dans l'arbre visuel. Alors ici, c'est une version un petit peu plus évoluée où on peut également décider d'exécuter une commande. Par exemple, si on a la fin du formulaire, la commande, ça pourrait être la commande valider le formulaire. Voilà. L'autre chose qu'on a faite, mais malheureusement, il y a beaucoup d'applications sur le marketplace Windows Phone qui ne respectent pas ces règles simples, c'est personnaliser l'input scope. L'input scope, en fait, c'est un moyen que l'on a de personnaliser la tête du clavier. Alors il y en a plusieurs qui sont disponibles pour saisir du texte avec une correction orthographique, ou ici pour saisir des nombres. Ça a deux avantages. Le premier, ça simplifie la vie de l'utilisateur. Le deuxième, ça simplifie votre vie de développeur, parce que si vous avez un input scope numérique sur un champ de textbox, quand vous allez faire la validation, vous n'avez même pas besoin de vérifier s'il a bien saisi un nombre ou pas, puisqu'il ne pourra saisir que des nombres. Donc vous enlevez du code de validation qui est en fait du code technique simplement pour vérifier si les paramètres sont bons. Et on a fait un principe similaire ici dans le champ remarque où vous voyez ici on l'a limité à 300 caractères. Ça aussi c'est une erreur classique. On prend une application Windows Phone, on commence à saisir 10 000 caractères dans le champ, on appuie sur entrée et là il y a un objet quelque part ou un service WCF ou la base de données qui a un champ limité à 50 caractères et ça c'est pas catché. C'est une erreur toute bête, mais limiter dès le début, dès l'entrée utilisateur, les erreurs techniques qui pourraient survenir. Et on a ici, pour améliorer encore la capacité de l'utilisateur à saisir rapidement ces informations-là et à limiter le nombre d'erreurs, implémenter un des contrôles qui est très courant dans Windows Phone et qui est disponible également dans le Silverlight Toolkit, qui est en fait une sorte de la combo box pour Windows Phone. Donc ça aussi c'est des choses à penser et on voit encore beaucoup d'applications qui n'utilisent pas ces éléments assez basiques. Alors on va vous montrer quand même la partie QR code. Donc la partie QR code, elle se base sur plusieurs composants. Le premier c'est une librairie qui s'appelle Xing, qui est à la base faite pour d'autres technologies que Microsoft, qui a été portée pour .NET, et en plus de ça on est allé encore un petit peu plus loin dans la simplicité, puisqu'il y a un développeur de chez Microsoft qui s'appelle Jeff Wilcox, vous suivez peut-être son blog, qui en fait a développé un contrôle, donc c'est simplement une assembly à référencer dans son application, et vous avez directement un contrôle QR code scanner. Il suffit de lui dire où vous allez le mettre sur l'écran et de vous abonner à un événement qui s'appelle Scan Completed. Et en fait, dans Scan Completed, vous avez un argument avec le texte, tout simplement. Voilà. Donc l'intégration des QR codes, du côté du moins du lecteur, avoir un lecteur de QR code complètement intégré dans son application, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Après, alors que ce soit des QR codes ou des codes barres traditionnels, après bien évidemment il faut imprimer ces QR codes, les générer et les mettre là où ils doivent être. Bon, ça c'est quelque chose d'un petit peu plus classique. Il y a des outils de développement de desktop ou web qui répondent parfaitement à ce besoin-là. Alors ce contrôle-là, en fait, gère tout ça tout seul. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser le flash en fait du téléphone. Le contrôle qu'on a utilisé, développé par chez Wilcox, gère tout seul ça. C'est-à-dire que s'il a pas assez de luminosité, il va activer tout seul le flash pour avoir plus de luminosité. Donc on n'a vraiment rien fait à part prendre dans notre toolbox, référencer l'assembly,
prendre dans notre toolbox et déposer sur notre designer et s'abonner à l'événement OnCompeted. Après, par développement, si vous avez un autre scénario et que vous n'utilisez pas cette librairie ou autre, depuis Mango, vous pouvez activer le flash via le code. C'est un flash qui va persister jusqu'à qu'on reconnaisse un code barre. Voilà. Et dès qu'il a été reconnu, il s'est arrêté tout seul. Voilà. Et ça, encore une fois, à utiliser, on a référencé l'assembly, on a glissé déposé, on s'est abonné à l'événement Scan Completed. C'est tout. Et c'est bon pour la journée également d'Olivier. L'opérateur de chez ne fait pas grand-chose à part son inventaire. Et s'occuper de la part des anges. Alors, on vous a fait un petit tableau, on ne va pas le reparcourir ensemble, on vous laissera le reparcourir en téléchargement, où en fait on a indiqué à gauche les scénarios métiers ou les besoins métiers qu'on cherchait à adresser, et à droite quels sont les API que l'on a utilisés ou les services que l'on a utilisés qui peuvent être déjà présents soit dans l'entreprise, soit sur la plateforme Windows Phone, pour y répondre. Donc on voit qu'on a quand même balayé, que ce soit en termes de fonctionnalités métiers ou en termes d'API, un grand nombre d'éléments. Alors le déploiement, ça c'est une grosse question quand on parle d'applications d'entreprise. À l'heure actuelle, il existe, si on enlève la partie débloquer son téléphone en mode développeur et déployer à la main, qui n'est pas viable en entreprise, il y a 3 moyens de déployer son application. Ces 3 moyens, ils sont les mêmes que ce soit une application d'entreprise ou que ce soit une application grand public. Le premier, c'est le déploiement public. C'est en fait le déploiement pour aller mettre à disposition des utilisateurs son application sur le marketplace. Donc ça peut être intéressant, notamment si vous avez une application qui s'adresse au grand public. Je pense à des applications pour le recrutement, par exemple, de personnes. Tout le monde peut la voir, tout le monde peut la télécharger. Donc faites attention, parce que ça veut dire que tout le monde peut accéder directement aux données. Donc si par exemple c'est une application réservée aux partenaires, il vous faudra intégrer une authentification dès le début. Et un petit mot, attention à la décompilation, il y a des moyens, presque plus maintenant d'exécuter ces applications, mais au moins de télécharger le contenu, en fait, le XAP de son application. Il y a plusieurs moyens que je vais pas vous citer ici. Et l'inconvénient de ces moyens-là, c'est qu'ils vous donnent accès au DLL. Et donc si vous ne les avez pas offusqués, on va pouvoir accéder entièrement au code. Donc si vous stockez des mots de passe, des noms d'adresse IP, des noms de serveurs web dedans, on va pouvoir y accéder. Donc attention avec le déploiement public. Le deuxième moyen qui est intéressant pour les bêtas, c'est justement le déploiement bêta. Alors pourquoi il est intéressant uniquement pour les bêtas? Parce qu'il est limité à 100 personnes, parce que vous devez avoir le Live ID et vous devez inviter les personnes auxquelles vous souhaitez donner accès à cette application-là, que cette application sera disponible pendant un temps limité, je crois que c'est 90 jours, ou dans ces eaux-là, une centaine de jours. Au bout de cette centaine de jours, l'application sera automatiquement révoquée par Microsoft. Donc c'est pas valable pour un déploiement d'entreprise à petite échelle. Et le dernier moyen, c'est le déploiement privé. Donc ça c'est une nouveauté qui est apparue ces derniers mois, où en fait vous allez déployer l'application, mais personne pourra la rechercher, personne pourra la voir sur le marketplace. En échange, Microsoft va vous donner un lien, et ce lien, vous allez le communiquer à vos utilisateurs, et c'est grâce à ce lien qu'ils pourront installer l'application. Et là, il y a un point qui est très important, c'est que toute personne qui a ce deep link pourra télécharger l'application. Et donc, c'est extrêmement important de le sécuriser au maximum. Et là, je reviens sur ce que je parlais au tout début de la session, quand je parlais d'authentification forte, le fait de limiter le nombre de devices qui accèdent, le type de device qui accède par leur ID unique, ça peut vous permettre de rajouter une protection au cas où le deep link sortirait de votre entreprise. Voilà, puisque même quelqu'un qui donne son nom d'utilisateur et son mot de passe ne pourrait pas accéder à l'application puisque son téléphone ne serait pas reconnu par l'entreprise. Alors quelques petits éléments à savoir si vous voulez faire du déploiement d'entreprise avec les possibilités du marketplace. Les déploiements d'entreprise nécessitent une validation. Alors selon les types de déploiement, la validation est plus ou moins complète. Ça peut être qu'une validation technique par analyse de code, ou ça peut être une évaluation un petit peu plus longue. Dans tous les cas, c'est un processus qui prend du temps. Donc pensez en termes métiers. Si vous avez des exigences, un process, un bug doit être pris en charge dans les 4 heures, doit être résolu dans les 2 jours et doit être déployé dans les 3 jours, vous risquez de ne pas pouvoir respecter ces échéances-là parce que le déploiement nécessite du temps. Donc c'est à prévoir en fait dans vos process pour le déploiement d'applications Windows Phone.
Comme je le disais tout à l'heure, une fois le deep link connu, je le rappelle encore une fois que quelqu'un connaît le deep link, il a accès à l'intégralité de l'application. Dernière petite astuce, dans certains cas, les équipes du marketplace peuvent vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe pour pouvoir accéder à votre application. Donc ça, c'est aussi à prévoir d'avoir un compte de test qui ne contient pas des données sensibles et qui n'a pas d'action sensible, peut-être qui est connecté sur une base d'homologation, de pré-production ou de test, pour laisser les équipes du marketplace accéder à votre applicatif. Alors, on va vous parler un petit peu du processus de création des applications. C'est quelque chose qui est assez important sur la plateforme Windows Phone. Alors ça, c'est plus dans l'esprit de conception centrée utilisateur et d'expérience utilisateur. On a commencé en fait par imaginer l'application avec les scénarios qui allaient avec. Donc pour ça, on a identifié différents profils, l'opérateur de chez, le responsable de site, etc. Ça a donné des documents de ce type-là, qui sont en fait, qu'est-ce que fait l'utilisateur, qu'est-ce qu'il doit avoir en retour, sur quoi il doit se connecter. Ensuite, on a fait ce qu'on appelle un AppFlow diagramme ou un interaction diagramme. Ça a plusieurs noms. C'est quoi en fait? C'est tout simplement un arbre avec tous mes écrans et comment je passe d'un écran à l'autre. D'accord? Donc ça donne quelque chose comme ça que vous voyez à l'écran. Et ça, en fait, c'est la structure de navigation de votre application. Et ça, c'est très important parce que dans Windows Phone, vous avez une navigation sous un modèle qu'on appelle Hub and Spoke. C'est-à-dire que vous avez un point central qui est en fait le premier écran qui est chargé par votre applicatif. Et ensuite, on va aller se déplacer dans des pages satellitaires. Et éventuellement, de ces pages-là, on va aller dans d'autres pages. Et ceci vous permet de valider votre navigation et de valider que vous allez pouvoir simplifier le parcours de l'utilisateur quand il va vouloir faire une tâche précise. En plus de ça, ça peut dans certains cas grandement simplifier votre développement. On va voir pourquoi tout à l'heure. Enfin, on est passé à des sketchs papier. Donc en fait, on a dessiné sur papier des copies d'écran pour voir un petit peu ce qu'on pouvait mettre dedans, la place que ça occupait, etc. Alors pour ça, on a donc sur le site de BeWise en téléchargement ces types de feuilles, mais vierges, qui vous permettent en fait de dessiner vous-même. Donc ça c'est bien aussi parce que c'est simple à faire. Alors ça demande des fois des petits talents de graphiste, il va falloir se remettre au crayon, mais ça permet d'aller voir l'utilisateur et de dire est-ce que tu as suffisamment de choses, ou par exemple sur l'aspect on vous dit l'écran en tel, je veux tel champ, tel champ, tel champ, tel champ, tel champ, et quand vous commencez à tous les mettre dans la liste, vous voyez vous n'avez plus la place. Donc ça vous permet de réfléchir à ça. Et ça, une fois que vous avez ça, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a carrément dessiné ces écrans avec un outil de dessin. Donc là, on n'est pas encore... L'écran que vous voyez là, en fait, c'est pas du tout l'application. C'est Expression Design, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, de Expression Design, on est passé à Expression Blend pour implémenter réellement cette interface. Et vous voyez que l'interface que vous voyez ici, qui n'est qu'un dessin, est quasiment l'application qu'on vous a montrée au final. Alors, quand on développe des applications d'entreprise, on peut être amené à développer des applications qui sont un petit peu plus imposantes que des applications classiques qu'on peut trouver sur le marketplace. Il y a plusieurs moyens pour accélérer le développement de ces applications-là. L'une des premières techniques, c'est MVVM View First plus AppWide URIs. Ça, je vais en parler juste après. La deuxième, c'est Windows Phone MVC. En fait, vous pouvez utiliser le design pattern MVC pour développer des applications Windows Phone. Alors, plus exactement, en fait, vous allez avoir le contrôleur qui va se charger de récupérer éventuellement les paramètres de navigation, de trouver le view modèle, de trouver la vue, d'instancier tout ce qu'il faut, de les mettre ensemble et de les afficher. Mais ça permet de structurer son application à la manière MVC. Donc pour ça, vous avez notamment un framework. Alors vous voyez pas très bien le lien, c'est windowsphonemvc.codeplex.com. C'est pas très très difficile à se souvenir. Et en fait, cette librairie-là vous aide à gérer le contrôleur, à gérer tout ça. En termes d'applications modulaires, on a souvent dans les applications d'entreprise des applications composites. Alors il faut savoir qu'on peut le faire en partie sous Windows Phone. Ce que vous ne pouvez pas faire, par exemple pour ceux qui font du Silverlight ou du WPF avec MEF, vous ne pouvez pas aller télécharger une assembly qui serait stockée sur un serveur distant et commencer à exécuter un point d'entrée dans cette assembly depuis votre application Windows Phone. Toutes les assemblies qui sont exécutées sur Windows Phone doivent être contenues dans le XAP et doivent être envoyées via le marketplace. Voilà, donc ça c'est une limitation à connaître, mais ça ne vous empêche pas d'avoir une structure modulaire. Par exemple, si vous faites une extension d'un client existant et que vous voulez reprendre la même structure de code, il y a des choses que vous pouvez récupérer. Alors je reviens sur mon MVVM View First AppWide URI. Juste une petite question, qui connaît le design pattern MVVM?
D'accord, donc un peu plus de la moitié de la salle. Donc MVVM, en fait, c'est un moyen pour faire simple, c'est un moyen de découper son application. Donc on a un modèle qui constitue nos données, on a un view modèle, où en fait le view modèle va contenir toutes les actions et toutes les informations dont va avoir besoin la vue, et puis la vue, c'est le XAML, c'est l'affichage. Le MVVM, on peut soit le commencer de la vue, soit le commencer du view modèle, grosso modo. L'une des choses que je préconise, c'est de commencer par la vue, et c'est encore plus facile quand on a fait tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire les designs d'écran, l'infodiagramme, etc. Et la deuxième chose, c'est d'utiliser en fait au maximum un contrôle qui est fourni dans Windows Phone qui s'appelle l'Hyperlink Button. L'Hyperlink Button, en fait, vous permet tout simplement, avec une propriété Navigate URI, d'indiquer le chemin du fichier XAML qui doit être ouvert quand on va cliquer dessus. Et ça, grosso modo, dans ce mode-là, vous allez l'utiliser pour toute votre navigation, sauf si vous savez où ou si vous allez naviguer à la suite d'un traitement asynchrone. Je prends l'exemple, l'écran de login. L'écran de login, si la personne a un mauvais mot de passe ou n'est pas autorisée à se connecter, au moment où vous affichez l'interface, vous ne le savez pas. Vous allez le savoir que quand le serveur va vous répondre non, c'est pas autorisé. Ou oui, c'est autorisé, donc tu vas sur la page d'accueil. Dans tous les autres cas, un navigate button, et c'est le view model qui vous fournira l'URI vers laquelle naviguer. Et de cette manière-là, en fait, vous allez accélérer le développement, encore plus si vous avez utilisé donc les techniques qu'on a citées d'avant de conception d'application. Et en termes de débugage, c'est aussi beaucoup plus simplifié, puisque si vous voulez aller par exemple à une page qui se situe au 4e ou au 5e niveau dans la navigation, comme de toute façon cette page-là s'attend à être chargée depuis une URI avec les paramètres en query string, vous allez pouvoir créer une nouvelle tâche dans le WM App Manifest. Vous regardez, donc c'est un petit fichier qui est dans tous vos projets Windows Phone qui indique la première page qui est chargée. Si vous voulez débugger la 5e page, il suffit d'aller à la ligne où il y a marqué normalement mainview.xaml, de changer ça par l'URI qui devrait être affiché, qui doit être renvoyé par ce binding. Et si c'est ce binding qui pose problème, l'URI qui est renvoyé qui est incorrect, vous le changez à un seul endroit dans votre vue modèle. Et si vous avez 4 ou 5 endroits dans l'application où vous l'utilisez, ces 4 ou 5 endroits-là seront automatiquement corrigés. Peut-être un petit mot sur la comparaison avec le développement plus classique. Oui. Alors là, Christopher vous a parlé pas mal de MVVM, MVC, etc. Donc, ce sont bien évidemment des patterns qu'on va mettre en place pour être beaucoup plus souple dans ses développements, dans l'évolution de son application. Et donc, je voulais rebondir là-dessus, effectivement. Finalement, avec Windows Phone, on va développer à peu près de la même manière que si on développait pour Windows ou pour une autre plateforme, c'est-à-dire qu'on va utiliser Visual Studio, on va utiliser les mêmes outils que pour les autres applications, on va avoir l'intégration avec TFS, avec TFS Build, avec les tests, avec les work items, etc. Donc finalement, votre modèle de développement, il ne va pas changer. Et on peut tout à fait, donc, notamment avec ce que vient de présenter Christopher, industrialiser les développements d'une application mobile Windows Phone. D'accord ? Et c'est pareil en termes de méthodologie, bien évidemment, que vous fassiez du Scrum, que vous fassiez du MSF ou d'autres méthodologies de déploiement, elles peuvent tout à fait s'adapter au déploiement et au développement avec Windows Phone. Alors, on va vous parler d'une initiative de Microsoft qui s'appelle l'accélérateur Windows Phone. L'accélérateur Windows Phone, en fait, c'est un programme qui vous permet d'accéder à des ressources techniques, voire à du conseil technique et design. Donc en fait, vous pouvez prendre rendez-vous avec un expert Microsoft, venir chez Microsoft et lui montrer votre application ou lui montrer votre code et il va venir vous aider à optimiser tout ça. Vous pouvez avoir aussi du prêt de matériel. Donc ça, c'est intéressant pour tester en fait votre application sur différents matériels, notamment parce qu'il y a certains types de devices Windows Phone qui ne sont pas tout à fait disponibles ou qui sont très peu disponibles en France. À BeWise, on a été parmi les premiers à développer sur Windows Phone. On a développé 3 ou 4 semaines après l'annonce à la Mobile World Congress. Donc ça fait quelque chose comme 7-8 mois avant la sortie de Windows Phone. Et heureusement en fait qu'on nous a prêté 2 types de téléphones, un avec un téléphone tout à fait classique et l'autre avec un clavier coulissant. Parce qu'on s'est aperçu notamment qu'il y avait une touche smiley sur ce clavier physique. Et en fait, quand on est allé voir les équipes de Microsoft qui développent
une partie des équipes qui développaient Silverlight, en fait, c'est nous qui leur avons appris que sur certains téléphones, il y avait un bouton smiley. Et on a trouvé ensemble que en fait c'était déjà supporté, mais ces gens-là qui travaillaient dans le moteur Silverlight pour Windows Phone n'étaient même pas au courant qu'il y avait ce type de device-là. Et on se retrouve avec des problématiques comme ça. Et si vous n'avez pas une gestion de parc de téléphone unifié, c'est-à-dire que tout le monde dans votre société a tel modèle de téléphone, et si n'importe quel service ou n'importe quelle entité peut acheter parmi un catalogue de téléphones, ben vous pouvez éventuellement, avec des spécificités comme ça, vous retrouver avec quelques différences. Donc c'est pas mal de pouvoir avoir un panel de téléphone pour pouvoir tester son application. Et avant de vous laisser partir, on a une petite surprise pour vous. C'est un petit jeu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait d'autres sessions sur le parcours Windows Phone. Auquel cas, vous connaissez déjà les règles. Donc on va vous poser une ou deux questions finalement sur la session. Il y a deux petits cadeaux à gagner que Christopher essaie de sortir. C'est un lance-missile USB. Donc pour tirer sur vos collègues sur ou votre bureau. Sur votre chef. Vous pouvez l'intégrer à TFS, comme ça si quelqu'un fait échouer une build, vous pouvez lui envoyer un missile automatiquement. Donc on va commencer par Donc moi j'ai une première question. Oui. Une question assez simple, si vous n'avez pas dormi pendant la session. Alors, comment on fait? Il lève la main, dès que... Ouais. Alors je te laisse surveiller la salle pour savoir qui a levé la main salle en premier. Donc une première question, très simple. Si vous avez écouté la session, vous avez tous la réponse. C'est finalement comment appelle-t-on le manque de cognac dans un fût, la perte? Je crois que c'était par là, monsieur, oui. Pardon? Par des anges, tout à fait. Bravo, on peut l'applaudir. Est-ce que tu as une deuxième question? Alors j'ai une deuxième question. Qui lèvera sa main en premier? On peut l'applaudir aussi pour C'était avoir été rapide. C'était un piège, je suis désolé. Tout le monde n'a pas été réactif, je suis désolé, on n'a pas forcément compris le message. Alors vous avez des petits carnets ici que vous pouvez venir chercher, l'accélérateur Windows Phone. Vous savez peut-être que à l'entrée de chaque session, il y a un QR code. Donc si vous avez un smartphone, vous pouvez le scanner, éventuellement partager sur Facebook ou même donner une note à la session, d'accord, qui nous permet d'avoir finalement des retours sur ces sessions. Merci à tous. Merci à tous et en attendant, on a encore 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas.